change. Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités, Augustin Tchameni, Saïkou Bari et de notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Place tout de suite à notre grand angle économique. La Sénélec, compagnie d'électricité au Sénégal, tente de renouer avec la normalité. Elle a récemment obtenu du cabinet Bloomfield Investment une note plutôt favorable qui lui ouvre grandement les portes des bailleurs de fonds. C'est ainsi que l'entreprise prévoit 510 milliards de francs CFA d'investissement d'ici 2020. Les détails avec Deokrasia Spodon. Après avoir réalisé un chiffre d'affaires d'environ 386 milliards de francs CFA en 2017, la Sénélec, Société nationale d'électricité au Sénégal, entend poursuivre ses investissements. La compagnie tente de surmonter ses difficultés. Elle a obtenu les notes AA et A1 décernées par l'agence de notation Bloomfield Investment. Cette dernière a fondé son analyse sur le secteur de la production, de la vente, de l'exportation et de l'importation de l'énergie électrique. La note AA va donc permettre à la Sénélec de faire un emprunt obligataire sans pour autant donner de garantie. Nous avons prévu un investissement de 510 milliards de francs CFA pour les 3 prochaines années. Même s'il y a la production des privés, nous avons encore des investissements à faire. Avec cette note obtenue par la Sénélec, les places financières ne courent aucun risque de défaut. Cette notation permet aux investisseurs, aux souscripteurs d'avoir plus confiance en la Sénélec. Depuis 2017, la Société nationale d'électricité au Sénégal a mis en place une nouvelle stratégie qui prévoit d'accroître les moyens de production du pays de plus de 100 MW à l'horizon 2030. Aujourd'hui, le Sénégal est à plus de 1000 MW de capacité installée avec ces nouvelles centrales. Les autorités ambitionnent réduire dès 2020 le coût de l'électricité. Le coût de l'électricité était très élevé au Sénégal du fait d'un coût de production extrêmement élevé, comme maintenant avec les centrales à charbon qui vont être mises en service, les centrales solaires, etc. Nous allons avoir des coûts de production qui sont beaucoup plus faibles, du fait aussi de la baisse des hydrocarbures. Donc c'est autant d'éléments qui plaident à la faveur de la baisse du coût de l'énergie. Les responsables de la Société nationale d'électricité au Sénégal estiment que la meilleure politique tarifaire, c'est le développement du mix énergétique, la construction de centrales solaires et éoliennes grâce à un ensemble d'investissements courant 2018. À court terme, les besoins du programme d'investissement sont évalués à environ 800 milliards de francs CFA. Les investissements sur le transport, notamment des lignes haute tension, sont évalués à 200 milliards de francs CFA. Tout d'abord, Jean-Marie, que supposent les notations de AA- et A1- respectivement pour le court terme et le long terme qui viennent d'être attribués par Bloomfield Investment à la Sénélec? En fait, si vous voulez, les notations correspondent à quoi? Ça correspond à la capacité du pays, comment dirais-je, à pouvoir rembourser les dettes qu'il a. Donc vous avez Standard & Poor's qui joue là-dedans, vous avez Fitch qui est là, vous avez 3 grands organismes. Donc chaque fois que vous avez un État qui va emprunter sur le marché international, on regarde sa capacité à pouvoir rembourser sa dette en tant que telle. Donc c'est en fonction, si vous voulez, c'est une garantie pour les investisseurs. Si vous avez une économie qui a 3 ans, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le taux d'intérêt qui est payé, c'est-à-dire pour les emprunts de cet État-là, est relativement bas. Quand vous perdez un A, c'est-à-dire le marché financier international se réajuste par rapport, si vous voulez, un risque, parce que c'est un risque. L'investisseur prend un risque pour aller investir chez vous. Donc, il faut qu'il ait son retour sur investissement. Pour lui garantir ce retour sur investissement-là, c'est à travers, si vous voulez, les notations de ces grandes agences-là que se fient les organisations financières internationales pour pouvoir prêter aux États. Donc, ce qui veut dire que ici, là, les investisseurs internationaux, parce que quand on parle généralement, si vous voulez, de la croissance, les gens croient que la croissance est quelque chose qui se décrète. Une croissance ne se décrète pas. Parce que les investisseurs arrivent dans une économie tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ont des garanties de retour sur leur investissement. Donc à partir de là, c'est une construction interne qui s'opère. Cette construction interne-là est opérée à partir, si vous voulez, des actions que l'État met en place pour sécuriser les investisseurs directs étrangers qui arrivent sur place. Donc à partir de là, vous sécurisez votre économie sur le plan interne et vous donnez confiance, comment dirais-je, aux investisseurs parce qu'ils savent qu'on peut venir investir là,
on aura notre retour sur investissement à court terme, voire à long terme. Mais alors là, quand en ce qui concerne la Sénélec, hein, en l'occurrence, la note qui vient d'être donc attribuée par Bloomfield Investment dispense aussi la société de l'obligation de constituer finalement une garantie destinée à couvrir les risques. Elle n'est pas dispensée, si vous voulez, de la garantie en tant que telle. Cette garantie-là existe, mais elle est minime. Si vous prenez un autre pays qui va exactement dans le même secteur, l'énergie en Afrique, si vous voulez... Bon, en tout cas, c'est ce qui prévoit la note AA-, en tout cas, chez Bloomfield Investment. Donc, AA-, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que c'est déjà positif, parce que sinon, vous descendez dans les B. C'est-à-dire, les 3, c'est quoi? La notation, vous avez 3 A. Ensuite, Graziella, dès que l'environnement économique interne se dégrade, on va vous supprimer le A. À la place du 3e A, on mettra un B. Ainsi de suite, au fur et à mesure. Et c'est en fonction de ça, si vous voulez, que les États payent leur taux d'intérêt face aux finances. En complément de ce qui est dit, effectivement, le plus gros enjeu de la notation, c'est plus certainement le taux d'intérêt qui est appliqué. C'est-à-dire qu'on va appliquer plus la note est faible, plus le taux d'intérêt élevé, en sorte que les investisseurs aient confiance et qu'ils soient sûrs du retour sur investissement. Bon, ce qui veut dire en tant que tel que c'est une garantie, mais en même temps, dans le contexte africain, c'est plus délicat. C'est-à-dire que les investisseurs ne peuvent pas se suffire de ça. En Afrique, il faut un peu plus que ça. Aujourd'hui, les critères d'attractivité ne peuvent pas se limiter à la notation. Il faut au-delà de ça, parce que les notes sont relativement mauvaises pour les États africains. Mais en plus de ça, il faut, plus souvent pour les États africains, il faut le contexte socio-politique est très important. Parce que l'instabilité... Le Sénégal, en tout cas, bénéficie d'une relative stabilité, en tout cas sur le plan politique. Relativement, vous avez si bien dit, parce que dans un passé relativement récent aussi, il a fallu avoir des choses au Sénégal, même si on n'en est pas arrivé. Donc, je pense que c'est beaucoup plus ça qui va stimuler les investisseurs. En ce qui concerne le continent africain, c'est le contexte sociopolitique. Parce que la note, en tant que telle, si elle est purement établi sur les critères économiques, c'est le cas des pays développés, ça biaise un petit peu l'appréciation des investisseurs quand ils se rendent en Afrique. C'est pour ça que j'ai parlé d'environnement global. J'ai beaucoup parlé d'économie parce qu'on comme on parlait de la Sénélec, mais c'est l'environnement justement, parlons-en de la Sénélec qui annonce donc un investissement de 510 milliards de francs CFA dans les 3 prochaines années, Monsieur Barry, sans préciser dans quoi finalement ces sommes seront injectées. Quelles sont selon vous les priorités? Moi, je pense qu'avec le contexte actuel de dérèglement climatique, je pense que l'Afrique a beaucoup à gagner en investissant sur l'énergie solaire. En effet, l'Afrique, quasiment dans tout le continent, l'Afrique est le continent le plus chaud au monde. On a, dans les pays où il fait moins chaud, on a quasiment 5 à 6 mois de soleil par an et les autres mois où il pleut. Donc en investissant d'une part dans l'énergie solaire et d'autre part dans l'énergie hydraulique, je pense que l'Afrique se passerait de la dépendance aux énergies fossiles. Ce qui en soi et serait très important pour les sociétés à venir, les générations futures, et même pour les États elles-mêmes, il faudrait qu'ils s'accaparent justement de cette nouvelle donne d'investissement sur l'énergie solaire et essayer de démultiplier en fait ces possibilités. C'est un impératif en Afrique, tout simplement. Pourquoi? Parce que sur ce plateau, j'ai dit souvent, l'Afrique, si vous voulez, comme vient de le dire notre invité Graziella, l'Afrique a pratiquement l'énergie la moins chère du monde. La moins chère, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on a le soleil toute l'année. D'ailleurs, le Sénégal, ce n'est pas le départ, parce que le Sénégal, il ne faut pas oublier que le Sénégal a déjà construit une des plus vastes centrales solaires, si vous voulez, d'Afrique de l'Est. Donc, c'est une continuation de l'action qui a été mise en place. Comme nos États, pour que nous puissions nous industrialiser, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin de cette dimension énergétique-là qui est nécessaire pour industrialiser les pays. Parce que l'industrialisation, si nous voulons, c'est-à-dire nous mettre aux critères des pays au niveau international, on est obligé d'avoir, si vous voulez, une énergie qui soit une énergie régulière. C'est-à-dire qu'on ne connaisse pas les coupures que nous connaissons dans tous nos États africains, parce que vous ne pouvez pas faire progresser, comment dirais-je, une économie, l'industrialiser si vous négligez la dimension énergétique. Donc à partir de là, l'Afrique doit, c'est-à-dire obligatoirement, moi j'ai dit doit, c'est pas qu'on peut faire. L'Afrique doit aujourd'hui se tourner vers le solaire parce que le solaire, c'est l'énergie qui est
la plus abondante en Afrique en tant que telle. Passer par le fossile, donc tout ça, si vous voulez, les investissements sont même encore plus lourds parce qu'aujourd'hui, à ce jour-ci, le pétrole, on va le chercher aujourd'hui, si vous voulez, à 10 km sous la mer, alors que nous avons le soleil qui est là naturellement. Merci Jean-Marie. Dans l'actualité économique également, le secteur guinéen de l'or se porte bien, ceci grâce notamment au renforcement en 2016 du contrôle du rapatriement des devises issues de la vente d'or auprès des comptoirs agréés. C'est ainsi que les recettes de l'année 2017 ont été évaluées à 470 millions de dollars. Reportage d'Emmanuel Mimono, notre correspondant en Guinée, commenté par Ibrahima Djoumaba. Jusqu'en 2016, seulement 42% des recettes en devises tirées de l'exportation d'or étaient rapatriées vers la Guinée. En 2017, le pays a pu accéder à la totalité de ses recettes qui se sont chiffrées à 470 millions de dollars. Une exigence à laquelle doivent se plier les détenteurs de comptoirs de commercialisation d'or en provenance de la Guinée. Ces montants, bien sûr, ce ne sont pas des recettes pour l'État, mais c'est des retours de devises, c'est des entrées de devises qui alimentent le système bancaire national et contribuent à la stabilité de la monnaie et donc à l'amélioration des conditions économiques générales. Ce suivi a permis de noter d'importantes avancées, tant en termes de quantité d'or exporté que de rapatriement des recettes en dollars, conformément à la réglementation en vigueur. L'État avait retiré au cours de l'année 2017 les licences de 11 comptoirs pour manquement aux exigences de rapatriement prédéfinies. Une monnaie est forte, c'est l'économie est forte. La monnaie n'est rien sans l'économie. Quand le prix monte, parce que le dollar est monté à l'extérieur, évidemment, mécaniquement, le change aussi va monter, d'où l'inflation. Les recettes en devises tirées de la commercialisation de l'or ne sont pas destinées à alimenter le budget de l'État, mais plutôt ceux des acteurs privés locaux. Le rapatriement contribue cependant à la disponibilité des devises dans les banques du pays, ce qui conduit à la stabilité et à la consolidation de la valeur du franc guinéen et à la maîtrise de l'inflation. Alors, la Guinée a donc réalisé 470 millions de dollars de recettes d'or en 2017. Mais à qui profitent ces recettes, M. Nthiameni ? Écoutez, naturellement à l'État guinéen, parce que s'il est vrai que les 500 millions de dollars qui sont évoqués, évidemment, ne reviendront pas entièrement à l'État, puisque j'imagine que les exploitants sont aussi des organismes privés, il n'en demeure pas moins qu'il va y avoir les droits et autres taxes qui vont être prélevés, etc. C'est d'autant plus important pour la Guinée que la Guinée dispose d'une monnaie propre et qui nécessite donc une certaine garantie. Et la croissance de l'exploitation de l'or ne peut être qu'une bonne nouvelle à cet égard. Jean-Marie. Il s'avère que, si vous voulez, j'ai l'impression que là, la Guinée, c'est-à-dire, a pris le bon chemin. Ils sont en train de structurer toute l'activité minière de la Guinée, parce que la Guinée, il n'y a pas uniquement que de l'or. Vous avez de la bauxite, vous avez énormément de minerais en Guinée. Jusque-là, c'est-à-dire, il y a encore 2-3 ans en arrière, il me souviens d'une interview du président qui disait que la Guinée, ce qu'ils reçoivent et tout, c'est peanuts, comparé, si vous voulez, aux capacités de la Guinée. Tout simplement, pourquoi? Parce que la filière n'était pas organisée. Déjà là, qu'ils arrivent à rentrer, 500 millions de dollars, ça voudrait dire que les réformes dont je parlais là tout à l'heure, quand on parlait de l'environnement interne du pays, cet environnement interne là, ça se construit quand j'ai commencé à parler de croissance là tout à l'heure. Ça voudrait dire que l'État essaie de structurer cette filière minière là, parce que le potentiel de la Guinée est énorme là-dessus. Donc, il est très très important de restructurer, cette filière là, qui n'a jamais d'ailleurs été exploitée, parce que quand on parle de l'Afrique, il ne faut jamais oublier une chose, c'est que la Guinée a été pratiquement à côté, c'est-à-dire de tous les pays de la zone francophone, parce que le président dès 1958 a dit non, à De Gaulle, et à partir de là, on a un peu mis la Guinée de côté, ce qui fait que la Guinée est un des pays francophones en Afrique où vous avez le moins
d'exploitation de ces ressources naturelles en tant que telles. Donc ça offre des capacités, c'est-à-dire très très importantes et des potentialités très importantes pour le pays. Alors, sauf que ce qui fait une richesse, ce n'est pas forcément, en tout cas c'est mon avis, ce n'est pas forcément les ressources naturelles. Je pense que beaucoup de pays d'Afrique, si ce n'est tous les pays d'ailleurs en disposent, mais pour autant on est les plus pauvres au monde. Donc oui, ça c'est vrai. C'est une question d'organisation, maître. Nous sommes d'accord. C'est plus que ça. C'est une question d'organisation sociétale. C'est plus que cela. C'est-à-dire que si vous imaginez des États sur plusieurs années qui ont conscience de leurs réserves naturelles, mais qui, on m'a dit, ne structurent pas, parce que c'est très important d'avoir les réserves, encore faudrait-il savoir mettre en place une chaîne d'industrialisation pour exploiter. Là, je suis d'accord. Dans la plupart des cas, les organismes qui exploitent sont des organismes étrangers. Ce qui veut dire qu'on sait par avance que les ressources ne profiteront pas spécialement, en tout cas pas entièrement, aux nationaux. Donc ça c'est un vrai problème. C'est davantage cette capacité technologique à exploiter soi-même ces ressources qui pose problème en Afrique. Ce n'est pas le fait d'en disposer ou de ne pas en disposer assez. Monsieur Barry, justement, est-ce que vous pensez que le gouvernement guinéen doit renégocier justement ces contrats qui sont jugés finalement pas à l'avantage du pays lui-même? Oui, je pense qu'en effet, le gouvernement a l'absolue nécessité de renégocier les contrats, tous les contrats, notamment les contrats qui ont été signés pendant la transition entre 2008 à 2010. Sauf que je veux noter en fait que depuis l'avènement du président actuel, je note qu'il y a beaucoup de progrès en la matière. Beaucoup de contrats ont été renégociés, d'autres ont été quasiment résiliés. Et je pense que là, ça traduit l'aboutissement justement de ce processus entamé depuis 2010 qui est en train de donner ses fruits. Sauf que après l'annonce justement de ces chiffres, étant guinéen, je consulte beaucoup la presse en ligne. Je constate juste qu'il y a eu très peu d'engouement en fait de la part de l'opinion. Cette année 2017, il y a eu beaucoup de chiffres qui ont été avancés pour la Guinée, 20 milliards de promesses en Chine, 20 milliards d'euros ici en France, plus effectivement c'est 500 millions. Sauf que le citoyen lambda guinéen ne semble pas trop intéressé en fait à ces chiffres. Est-ce que cela signifie que... C'est peut-être parce qu'ils ne se sont pas concernés? Justement, parce que peut-être est-ce qu'ils se disent que, parce que cette culture encore est ancrée, que l'argent, on entend souvent les chiffres, mais on ne voit rien. Est-ce que c'est à cause de ça? Ou est-ce que parce qu'on veut donner à l'État en fait une certaine adhésion en fait? Ou est-ce que finalement ces investissements sont palpables sur le terrain? Est-ce qu'on voit les choses? Les investissements sont palpables. Moi je suis d'accord tout à l'heure là avec Maître. C'est-à-dire il y a deux choses. La nature des contrats qui sont signés en Afrique. Vous êtes juriste, je parle toujours sur ce plateau des contrats léonins qui sont signés en Afrique. C'est-à-dire les contrats qui sont signés en Afrique sont toujours à l'avantage. J'ai même été sur ce plateau à me poser la question, c'est-à-dire moi en tant qu'économiste, c'est-à-dire quand on crée une société, c'est-à-dire quand on fait maintenant les apports qu'il y a là-dessus, comment se fait-il que l'apport financier est toujours, si vous voulez, évalué de manière largement supérieure par rapport à nos, à nos ressources naturelles que nous avons, alors que sans ces ressources naturelles, là, le capital financier va s'investir où? Donc là, à ce niveau-là, nous sommes d'accord. La plupart des contrats qui sont signés en Afrique, c'est-à-dire que sur nos matières premières, ce sont des contrats de type léonin. Et vous en voulez à qui la faute, selon vous? Évidemment, nous savons à qui c'est la faute. La faute, ce sont nos dirigeants, c'est-à-dire qui ne défendent pas suffisamment. Voilà, d'accord, très bien. Là, on est d'accord là-dessus. Donc, quand on signe un contrat, évidemment, on va défendre ses intérêts au mieux de ses intérêts. Donc, ce ne sont pas les autres qui les défendront. C'est ça, il n'appartient pas aux investisseurs. J'ai dit tout à l'heure en introduction que entre les États, les relations de quelque nature ce ne sont même pas les États, c'est les investisseurs. Les investisseurs ne sont pas forcément les États. Non, c'est l'État qui fixe c'est-à-dire le cadre de fonctionnement. Ça, vous le savez très bien, vous êtes juriste. Quand on investisseur va en Afrique, c'est l'État qui... Je veux parler par rapport, si vous voulez, aux investisseurs directs qui arrivent de l'extérieur. Oui. C'est l'État, c'est-à-dire qui fixe le cadre de fonctionnement de ces multinationales-là, comment doivent-elles rapatrier leurs bénéfices et tout ce qui s'ensuit. Nous le savons, mais c'est à nos dirigeants maintenant de se dire que, bon, quand on pose c'est-à-dire en contrat, il y a des investisseurs qui arrivent. Là, aujourd'hui, l'Afrique, les investisseurs affluent du monde entier, tout simplement. Pourquoi? Parce que l'Afrique, aujourd'hui, nous allons sortir de là où nous allons depuis longtemps.
on va devenir moins cher. C'est tout à fait logique parce que c'est aussi on est déjà. Nous sommes déjà moins chers, mais maintenant, nous sommes, si vous voulez, nous défendons exactement la même idée, à savoir que nos dirigeants doivent être beaucoup plus regardants pour que nos populations puissent bénéficier de nos ressources naturelles et ne pas surévaluer, c'est-à-dire le capital financier qui arrive de l'extérieur. Parce que sans nos ressources naturelles, où va-t-on investir ce capital financier-là? Donc, à nos dirigeants de s'asseoir et de dire que nous, on propose ça, c'est supérieur par rapport au capital financier. Merci Jean-Marie pour toutes ces précisions. Nous allons à nouveau marquer une courte pause. Ne bougez pas, dans quelques instants, la suite de l'Africa Newsroom. A tout de suite.